Tu te calmes, Jeannette! Doucement! Vous étiez à 163 km/h, monsieur. À bout de nerfs, certains deviennent fous au point de se transformer en meurtriers. Pour mettre fin à une dispute pour une place de parking, ce conducteur démarre et traîne sa victime sur une dizaine de mètres. Moi j'ai vu des camions bennes, qui ont croisé le chemin d'une cycliste. Elle avait perdu quoi, une jambe? Les deux. Les deux jambes. Là, stade ici de Moulineau. Et c'est pas rare, je vous assure, c'est tous les 2 jours. Roue arrière, sans les mains. Cette pratique, dangereuse et illégale, se fait toujours à vélo. Le plus souvent sans casque, ils prennent tous les risques. Allez, venez vous, wesh! Allez mon pote, fais des roues! Sinaï est l'un des organisateurs de ce rassemblement. À 18 ans, ce lycéen a réuni grâce aux réseaux sociaux plus de 200 cyclistes pour une virée déjantée dans la capitale. L'événement n'est pas déclaré à la préfecture, mais cela ne lui fait pas peur. On passera dans n'importe quelle rue, il n'y a pas d'itinéraire précis. Mais les gars, en tout cas, faites attention à vous. Et faites attention à la circulation, tout ça, et les voitures. Et renversez pas de mamie. Ouais, c'est ça. Tous sont des passionnés de ce qu'ils appellent la bike storms. En français, tempête de vélo. Une pratique extrêmement dangereuse venue des quartiers pauvres de Londres. Le but, transformer les rues de la ville en jungle urbaine, en slalomant entre les voitures, roues avant toujours dressées vers le ciel. Au moindre écart, ces jeunes risquent de provoquer un accident. Première sensation forte, la traversée de la place de l'Étoile, bien connue pour sa circulation chaotique. Sinaï zigzague entre les voitures avant de s'engager sur les célèbres Champs-Élysées. Mais plutôt que de descendre l'avenue sur la piste cyclable, la bande préfère s'amuser sur le trottoir. C'est leur jeu préféré, slalomer dans la foule. Avec une figure de prédilection, les dérapages à quelques centimètres des passants pour les effrayer. Ces fous du guidon sont parfois à 2 doigts de heurter les piétons. Le danger est permanent. Mais ces adolescents s'en amusent. Moi, non, j'ai pas peur, mais eux, par contre, ouais. C'est ça le but. Pourquoi? Parce que c'est sympa, tu passes entre tout le monde. Ouais. Bon, c'est un peu dangereux, mais ça va, on gère. Le goût du risque et de la provocation, voilà ce qui attire ces acrobates à vélo. La horde sauvage repart de plus belle pour envahir à nouveau la rue de Rivoli, l'une des plus grandes artères de la capitale. Inconscient du danger qu'il fait courir aux autres, Sinaï enchaîne à nouveau les dérapages pour narguer les passants. Putain, elle est blanche, elle est devenue transparente. Une attitude qui commence à agacer les autres usagers de la route. La cohabitation avec les piétons se dégrade brusquement. C'est vrai, toi, t'es intelligent. Voilà. Quelques mètres plus loin, Sinaï grille un feu rouge et va même provoquer une conductrice qui a le malheur de croiser son chemin. Tu te calmes, Jeannette! Doucement! Je peux pas conduire avec des mains et... La bande fait régner la loi dans les rues de la ville. Ils enchaînent les refus de priorité et deviennent agressifs quand des véhicules ne leur cèdent pas le passage. Tiens, regarde elle, par exemple, cette connasse là. Elle avance. Wesh les gars, je comprends pas quoi. Attends! Tu vas pas me rouler dessus, cousin, attends! Tu me fais le vénère là, voilà, tu vas pas passer, cousin. Ce jour-là, pendant 4 heures, Sinaï et sa bande auront enchaîné les infractions au code de la route, heureusement sans provoquer d'accident grave. Le jeune homme est plutôt fier de son coup. Le plus important de la journée en tout cas là, c'est que tout le monde est kiffant en tout cas. Personne n'a été blessé, personne ne s'est fini en garde à vue. Sinaï compte bien revenir prochainement pour des virées toujours plus périlleuses dans une ville où la circulation est toujours plus complexe.
Dans les grandes villes, jamais le nombre de véhicules différents n'a été aussi nombreux. Et jamais la cohabitation aussi compliquée. Et pourquoi tu restes ici? Chacun y va de sa petite infraction. Un capharnaüm qui transforme n'importe quel déplacement en parcours du combattant. Un scooter vient de passer le feu rouge. Et je pense qu'il va faire les autres. Ouais, feu rouge, il y a une voiture qui attend. Tout de suite à droite, tout de suite à droite. Pierre, motard à la préfecture de police de Paris, traque chaque jour ces délinquants du bitume qui mettent leur vie et celle des autres en danger. Le moindre petit coup peut se transformer en chute et la chute peut être parfois très, très grave. Ces comportements dangereux sur les routes ont coûté la vie à 45 personnes l'année dernière à Paris. Après les piétons, les cyclistes sont parmi les plus fragiles, avec plus de 900 blessés dans la capitale. Une unité spéciale enquête sur ces drames de la route. Le STJA, service de traitement judiciaire des accidents. Le cycliste qui se trouverait sur la droite du camion, et le camion en tournant est venu le percuter, l'attraper. Si c'est une voiture, c'est un accrochage. Si c'est un piéton ou un cycliste, c'est plus grave. Autre problème, les embouteillages. Aux heures de pointe, dans les centres-villes, les usagers doivent parfois patienter des heures. Alors, entre eux, c'est la guerre. Les tensions sont permanentes et conduisent à des scènes hallucinantes. À bout de nerfs, certains deviennent fous au point de se transformer en meurtriers. À cause du confinement, en 2020, la circulation a diminué. Résultat, certains chauffards appuient sur l'accélérateur. Dans le Val d'Oise, les gendarmes font face à une explosion des excès de vitesse. Embraye. 163. La vitesse, un comportement dangereux responsable d'un décès sur 3 en France. Vous êtes pas bien. Comment? Vous êtes carrément à l'ouest, c'est pas possible. Là, vous avez doublé une intersection, monsieur. À gauche, il y avait quelqu'un qui avait la priorité. J'ai vraiment pas fait gaffe. S'il s'engageait, il y avait un mort. Après la vitesse, l'alcool au volant est toujours le deuxième délit le plus constaté sur les routes. C'est aussi la première cause d'accident mortel. Vous avez consommé de l'alcool? Ouais, je veux dire, ouais. Descendez du véhicule, s'il vous plaît. À Orange, dans le sud de la France, la police municipale devra faire face à un conducteur complètement ivre qui a décidé de jouer au chat et à la souris avec les policiers. Il sort du parking, sens inverse. Il est derrière la ligne blanche, circulation voie de gauche. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il est perdu. Vous avez peut-être consommé de l'alcool? Non. Vous étiez en soirée, vous avez bu quelques verres? Quelques verres, ouais. Avec la crise sanitaire, d'autres infractions routières explosent. Celles commises par les livreurs de repas à domicile. Leur nombre a doublé en un an. Certains prennent tous les risques pour enchaîner un maximum de commandes. Parfois, c'est vrai, je fais des infractions de passer le feu rouge, mais je ne le vois pas parce que je suis en train de regarder le GPS. Comportement dangereux, infractions à répétition, excès de vitesse, coups de folie. Enquête sur les nouveaux délinquants du bitume. Paris, au centre opérationnel des motocyclistes de la préfecture de police. Il est 8h du matin, ces anges gardiens de la route partent en patrouille. Allez, pour l'ensemble, garde à vous. Pierre sillonne depuis plus de 10 ans les rues de la capitale, devenue la championne de France des délits routiers, avec près de 4000 PV qui tombent chaque jour. Dans sa ligne de mire, les nouveaux moyens de locomotion légers qui envahissent nos villes. Vélos et trottinettes électriques. En quelques années, leur nombre a explosé, et avec eux les entorses au code de la route. Ce matin, à peine sorti du service, le policier constate une première infraction. Alors que le feu passe au vert pour ce camion, cette trottinette traverse le carrefour à toute allure en grillant le feu rouge. Avec sa trottinette, il a failli se faire percuter par un camion parce qu'il n'a pas respecté le feu rouge. Ouais, apparemment, il ne se sentait pas tellement concerné par la réglementation, là. Et le chauffard ne s'arrête pas là. Au carrefour suivant, il monte sur le trottoir. C'est totalement illégal. 2 infractions en quelques secondes, Pierre décide d'intervenir. Monsieur, bonjour. Je viens vous voir parce que vous vous doutez pourquoi. Vous passez au feu rouge. Et vous savez, il y a un camion qui est en train de démarrer. Heureusement qu'il vous a vu et que ça n'a rien passé. Mais imaginez qu'il démarre un peu trop vite et il vous percute.
Le policier ne retient que l'infraction la plus grave, le feu rouge à 135 €. Ces utilisateurs de trottinettes qui s'approprient le bitume et pensent être seuls sur la route, au mépris de toutes les règles, Pierre en croise malheureusement tous les jours. Ces nouveaux engins, ils sont assez particuliers parce qu'ils offrent beaucoup de liberté et ils en profitent. Après, le problème, c'est que plus on a ce sentiment de liberté, plus on a tendance à faire tout. Et on ne respecte plus les règles qui ont été établies pour ces engins. Ces engins peuvent aller très vite, parce que même 25 km/h, c'est quand même pas rien. Chez les adeptes de trottinettes, griller des feux rouges est devenu une habitude. Et c'est aussi la grande spécialité des cyclistes. L'année dernière, ils ont été impliqués dans plus de 1500 accidents, soit 4 chaque jour, rien qu'à Paris. Ce matin, Pierre ne va pas attendre bien longtemps avant de constater une nouvelle infraction. Cette cycliste, au sac à dos orange, attire son attention en grillant ce feu rouge. Cette dame, elle est en vélo, elle passe devant le feu rouge et elle traverse le carrefour alors qu'elle n'a pas le droit. Il y a des camions, il y a des voitures, il faut lui rappeler à l'ordre. On va aller la voir. Le franchissement de feu rouge est l'infraction la plus courante commise par les cyclistes. C'est aussi l'une de celles qui provoque le plus d'accidents. Bonjour. On va s'arrêter s'il vous plaît. Merci. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous motive à traverser les carrefours comme ça? C'est le gain de temps? Je suis en retard, je suis bête. C'est très bête. La jeune femme risque 135 € d'amende. Mais pour lui faire prendre conscience du danger, plutôt que de la verbaliser, Pierre va utiliser une autre arme, beaucoup plus efficace. Il suffit d'une erreur, et vous, si vous rencontrez une voiture ou une moto ou un camion, mais vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et ça, il faut en prendre conscience. Sa stratégie, effrayer la cycliste. Moi, j'ai vu des camions bennes qui ont croisé le chemin d'une cycliste. Elle avait perdu quoi? Une jambe? Les deux. Les deux jambes. Là, stade, ici, les Moulineaux. Et c'est pas rare, je vous assure, c'est tous les 2 jours. Et visiblement, cela fonctionne. Sous le choc, la jeune femme fond en larmes. C'est chez vos larmes. Vous avez l'âge de comprendre les choses. Donc, vous allez peut-être vous sentir parfois bête de vous arrêter au feu. Et il y en a peut-être même qui vont vous crier dessus en disant qu'est-ce que vous faites à vous arrêter là? Et c'est vous, ça sera vous la plus maligne, je vous assure. Allez, au revoir. La méthode du policier peut paraître rude, mais pour ce père de 2 enfants, c'est le seul moyen d'ouvrir les yeux de ces jeunes cyclistes imprudents. Tout ce qu'on peut faire, c'est constater les infractions, expliquer ce qui s'est passé, mais ça ne ramène pas les gens à la vie ou ça ne leur rend pas leurs membres, leurs jambes, etc. Quand on intervient sur des accidents, on a l'impression d'être arrivé trop tard, de ne pas avoir fait notre boulot comme il faut. D'autant qu'il le sait, le nombre de vélos en circulation a explosé. Et avec eux, les accidents. Plus de 35% en un an. C'est devenu l'une des préoccupations principales de Pierre. Pour constater plus facilement ces infractions, Pierre patrouille régulièrement en civil. Plus discret, il assiste très souvent à des scènes incroyables. Comme ce matin-là. Sous ses yeux, un accident va être évité de peu. Alors que les policiers attendent au feu rouge, en face, une cycliste s'engage sur le passage piéton. Les conséquences de la collision avec la voiture auraient pu être fatales. La jeune femme s'est fait une belle frayeur. Mademoiselle, Il a pas le temps là. J'ai peur. bah ouais, Il a t'étais pas pas le loin. temps, c'est normal. T'étais pas loin là. Hein. Heureusement qu'il était attentif. Et encore plus inquiétant, Pierre remarque que la cycliste a des écouteurs dans les oreilles. Une pratique extrêmement fréquente, mais interdite. Elle empêche d'entendre les autres véhicules arriver. Les oreillettes, je sais pas si vous avez du son. Et si vous avez du son avec les klaxons, vous n'entendez pas. Allez, rangez les écouteurs, soufflez un petit peu, là, prenez 5 minutes.
Et puis, jour de chance. Ouais, je joue à l'auto ce soir. Cette fois, la jeune femme a eu de la chance. Chaque année à Paris, une dizaine de cyclistes décèdent dans un accident de la circulation. Des vies qui basculent pour quelques secondes d'inattention. Dans la capitale, quand il est déjà trop tard, ce sont les équipes du STJA qui sont appelées pour mener l'enquête. Le service de traitement judiciaire des accidents est une unité de police unique en France. Ces hommes, comme Alexis, se rendent sur les lieux des drames pour en comprendre les circonstances et déterminer les responsabilités de chacun. Ce matin, c'est un cycliste qui s'est fait percuter par un poids lourd. Là, on ne sait pas vraiment encore ce qui s'est passé, mais on est avec les cyclistes qui grillent les feux rouges, qui font pas attention à ce qui se passe. Le SAMU et les pompiers sont déjà sur zone, signe que l'accident est très grave. TN18 de UTC 73 Alpha, on est sur place. Apparemment, c'est le véhicule qui a roulé sur la victime. Le cycliste de 37 ans n'a pas survécu. Une nouvelle tragédie qui endeuille la capitale. La victime, elle est décédée, là. Il serait mort sur le coup, percuté par cet énorme camion-benne. Alexis entame rapidement son enquête auprès des policiers déjà sur place. Le véhicule touche la personne au niveau de la roue avant droite. Déséquilibré, chute au sol. D'après 2 témoins qu'on a sur place, l'essieu arrière roule sur le corps de la personne. La collision est d'une rare violence, éjectant le vélo plusieurs mètres plus loin. Ce passant a été témoin de l'accident. Il est littéralement sidéré par ce qu'il a vu. J'ai vu le monsieur quand il est tombé par terre et il sortait des cendres de sa tête. Vraiment, j'étais très choqué. C'était très compliqué pour moi. C'est la première fois à la vie je vois quelqu'un est mort devant moi. Le conducteur du camion est en état de choc, lui aussi. Il est pris en charge par les pompiers. Bonjour, c'est le conducteur. Abattu, impossible pour lui de répondre pour l'instant aux questions des enquêteurs. Monsieur, bonjour. Donc là, pour l'instant, vous allez aller à l'hôpital consulter un psy. N'hésitez pas à lui parler. Vous allez être placé en garde à vue par rapport à l'accident. Donc c'est uniquement pour que vous puissiez répondre aux questions des enquêteurs. Ok ? Le conducteur du camion est emmené à l'hôpital pour recevoir un soutien psychologique. Il subira également un dépistage d'alcoolémie et de produits stupéfiants avant d'être placé en garde à vue. C'est la procédure pour connaître sa part de responsabilité. Car les enquêteurs doivent déterminer les raisons exactes de l'accident. Pourquoi le cycliste a-t-il chuté? Comment a-t-il pu se retrouver sous le poids lourd et ainsi trouver la mort? Pour le comprendre, Sébastien, lui aussi enquêteur au service de traitement judiciaire des accidents, essaye de reconstituer la scène. A priori, s'il tournait, on va le positionner ici, le choc. Première hypothèse d'Alexis et Sébastien, le porte-à-faux. Le cycliste aurait été pris au piège par ce danger très fréquent que représentent les poids lourds en centre-ville. On pencherait sur le camion qui tourne pour emprunter cette rue. Le cycliste qui se trouverait, quant à lui, sur la droite du camion. Et le camion, en tournant, est venu le percuter, l'attraper. Explication. Pour tourner à droite, le camion doit d'abord se déporter sur la gauche. C'est ce phénomène qu'on appelle le porte-à-faux. À ce moment-là, le cycliste pense que le véhicule de chantier tourne à gauche et s'engage pour aller tout droit. Problème, il ne s'imagine pas que le poids lourd va se rabattre rapidement sur lui et le percuter. Et les piétons, les cyclistes, les trottinettes qui se mettent dans le porte-à-faux des bus, des camions, c'est très fréquent. D'ailleurs, c'est marqué sur les camions souvent de ne pas les dépasser par la droite. Si c'est une voiture, c'est un accrochage. Si c'est un piéton ou un cycliste, c'est plus grave. Les camions sont d'autant plus dangereux qu'ils ont un autre handicap, les angles morts. C'est la deuxième hypothèse des enquêteurs. Comme la cabine est surélevée, elle empêche les conducteurs d'observer leur voisinage direct. Ce sont les fameux angles morts, des zones situées hors du champ de vision du conducteur du camion.
une à l'arrière, une deuxième à l'avant du véhicule et du côté passager. Enfin, les deux derniers sur les côtés du camion. Ces zones aveugles peuvent mener les conducteurs de poids lourds à causer des accidents sans même s'en rendre compte. Et là, tu vois des traces de choc? Alors ce jour-là, que s'est-il vraiment passé? Le cycliste s'est-il vraiment laissé piéger par le porte-à-faux? Et qui est responsable de l'accident? Pour les aider à résoudre ce mystère, les policiers peuvent compter sur cette caméra. Elle a filmé toute la scène. Au siège du STJA à Paris, le commandant Jean-Pierre Jurkowski analyse les images de vidéosurveillance de l'accident. Il découvre une scène tristement classique. Alors, l'erreur de vouloir doubler par la droite un camion, c'est celle qui est la plus fréquente en termes d'accidents mortels. Sur les images, on retrouve le carrefour où a eu lieu l'accident. La circulation est dense. Le camion s'approche de l'intersection. Sur la gauche de la voie, le cycliste remonte à son niveau. Là, c'est un vélo électrique, donc en faisant 2-3 coups de pédale, il a certainement dû penser qu'il pourrait dépasser très rapidement le camion et ça a été une mauvaise appréciation. Le camion s'engage pour tourner à droite alors que le cycliste continue tout droit. Et là, le choc, il va être happé par les roues de ce camion. Malheureusement, les deux essieux passent sur ce malheureux cycliste. Cette fois, ce sont donc les angles morts qui sont à l'origine du choc. Comme dans un tiers des accidents mortels à Paris. Le commandant admet qu'il est impossible pour les chauffeurs de poids lourds d'avoir l'œil partout. Il doit regarder à la fois devant lui les rétro-plongeants, regarder sur ses côtés. La capacité humaine a des limites. Le cycliste aurait dû déjà prendre conscience qu'il était à la hauteur d'un camion de gros gabarit et qu'il eût mieux valu qu'il laisse passer ce camion. Pour le chef du STJA, c'est donc bien le comportement du cycliste qui est en cause. Le conducteur du camion ressort libre après 24 heures de garde à vue. Ses dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants sont revenus négatifs. Le magistrat a indiqué qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale. Ce sera un classement sans suite. Alors il y a une personne qui est décédée, c'est vrai. On peut discuter sans fin de ce genre d'accident, à savoir est-ce que vous auriez dû le voir, est-ce que vous auriez pu le voir. Le problème c'est que vous devez regarder vos rétroviseurs à gauche, à droite, devant, vous devez regarder les piétons, vous devez regarder tout ce genre de choses. Donc oui, vous auriez pu le voir, mais voilà, vous devez regarder aussi les autres. C'est très difficile. Maintenant, pour vous, effectivement, cet homme était là sous vous. Et ça, c'est autre chose, monsieur. Aucune charge n'est retenue contre le conducteur, mais il va devoir vivre toute sa vie avec ce terrible souvenir. Bon courage. Il n'y a quand même pas de victimes. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus leur femme, sa mère. Ils vont nous voir. C'est normal que vous ayez un sentiment de culpabilité. Merci. Vous êtes touché aussi, monsieur Cohen, n'oubliez pas. Oui. Le conducteur quitte les policiers effondrés. En faisant la demande, il pourra bénéficier des services d'un psychologue pendant plusieurs mois. Si le nombre d'accidents mortels explose depuis un an, c'est parce que Paris est devenu une véritable jungle où chacun fait sa loi. Et en tête des mauvais élèves, les 2 roues motorisées, comme les scooters et les motos. Avec plus de 500 000 2 roues immatriculées en Île-de-France, les rues de la capitale sont prises d'assaut. Pour s'extirper des embouteillages, certains n'hésitent pas à enchaîner les infractions. Rouler dans un couloir de bus, une piste cyclable, à contresens, ou même griller des feux rouges, tous les moyens sont bons pour gagner quelques précieuses secondes. Cet après-midi-là, Pierre, l'ange gardien du bitume parisien, repère un scooter au comportement suspect. Un scooter vient de passer le feu rouge. Le scooter qui est devant nous. Le policier le prend en chasse. Et je pense qu'il va faire les autres. Un deuxième feu, cette fois orange. Suivi d'un troisième, encore orange. Et un quatrième, cette fois bien rouge. Ouais, feu rouge, il y a une voiture qui attend. Obligeant cette voiture noire à gauche à s'arrêter pour le laisser passer.
Avant qu'il ne commette un nouveau délit, le policier décide de l'arrêter et siffle la fin de la partie. Bonjour monsieur. Tout de suite à droite, tout de suite à droite. La roue contre le trottoir. Voilà. Non, mais je ne sais pas, je ne vous connais pas. Alors, expliquez-nous un petit peu là pourquoi vous grillez tous les feux. Tous. Bah, ouais. Si j'ai pris les deux, je suis désolé. Sortez du garage. Deux. Et là, pour le dernier, par exemple, il y a une voiture quand même qui est. J'ai vu qu'elle s'était arrêtée, c'est pour ça que j'ai. Bah, Non, mais c'est débile, je sais, c'est complètement idiot. On ne les a pas mis pour décorer là, les feux. Hein. Et ce n'est pas tout. Le jeune homme conduit sans gants renforcés, pourtant obligatoires pour sa propre sécurité. Vos gants, vous en avez dans votre poche ou dans votre top case ou... C'est des légers. Ah, c'est plus que léger. Des gants en soie. Non, j'ai assez de précautions sur la route. Là, vous avez fait des précautions? Oui, non, j'ai eu aucun accident. Ça, pour moi, c'est. Ben, je vous souhaite, hein, mais il ne faut pas attendre que ça arrive pour mettre des gants. Non, mais c'est pas ça. Malgré les mises en garde de Pierre, le jeune chauffard ne semble pas du tout prendre la mesure de la gravité de ses actes et va même jusqu'à tenter de négocier avec les policiers. Je vais vous demander la clémence pour cette fois où ce serait trop. Parce que vraiment, quand j'ai pris le feu, j'ai vraiment. Les feux. Oui, quand j'ai passé le feu, j'ai vraiment fait attention à ce que je faisais. C'est pas, je suis passé comme un débile, mais je veux dire, j'essaie de l'éviter le plus possible le feu rouge à la base, mais je suis pas un débile fini. Pierre reste sourd à ses protestations et décide de le sanctionner. Il retient un feu grillé et l'absence de gants, soit plus de 200 € d'amende. Une sanction pour sensibiliser le jeune conducteur, même si la cause semble perdue d'avance. Le pire, c'est que ça ne changera rien à ma conduite, c'est ça qui. Je suis pas en train de vous verbaliser pour vous dire bon ben j'espère que le message passe. Non, là je suis en train de vous sanctionner parce que malgré que vous sachiez, vous faites quand même. Et en fait, il y a peut-être que comme ça qu'on peut vous freiner à dire à un moment donné j'en ai marre de perdre des sous. Pour Pierre, la sanction financière reste la seule solution face à ce genre de chauffard. Certains sont indécrottables et puis ils ont pas l'intention de changer leur façon de faire. C'est peut-être la vie qui pourra les rappeler à l'ordre, mais au bout d'un moment, je fais que sanctionner et puis voilà, quoi, si ça comprend pas, ben voilà, on touche au porte-monnaie, et c'est comme ça qu'il le prend. Tant pis. À Paris, l'infraction la plus courante commise par les scooters, c'est celle-ci, le contresens. Pour gagner du temps dans les embouteillages, beaucoup n'hésitent pas à rouler sur la voie opposée en grillant des lignes blanches et à vive allure pour remonter les files de voitures. Ou même carrément à contourner le feu par la gauche. Donc, ils sont à contresens et aucun moyen de se rabattre. La pratique s'est tellement généralisée que les scooters ne se rendent même pas compte qu'ils sont en infraction. Alors pour les policiers, c'est tolérance zéro. Ce jour-là, face à eux, cette moto et ce scooter circulent du mauvais côté de la route. Bonjour monsieur, vous allez me suivre? Et vous aussi. Vous êtes complètement à contresens, vous n'êtes plus en train de remonter gentiment le long de la file, vous êtes complètement à contresens. Et s'il se passe quelque chose, on fait quoi? Pour cette infraction, ce motard va écoper d'une amende de 135 €. Et plus grave encore, il risque l'annulation de son permis de conduire. Vous savez combien il vous reste de points? 3 ou 4. C'est ça, 3. 3, d'accord. Ouais. Clairement, là, le franchissement d'une ligne continue, c'est 3 points en moins sur votre permis de conduire. 3 moins 3, je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. À moins de faire rapidement un stage de récupération de points, le motard perdra définitivement son permis. Et là, vous avez une épée Damoclès, il va falloir trouver une solution et changer votre comportement routier. Si Pierre ne lui fait pas de cadeau, c'est parce qu'il constate de plus en plus que ce genre de conduite entraîne des réactions ultra-violentes de la part des automobilistes. On commence à voir de plus en plus des gens en voiture qui sont dans leur file et qui voient arriver face à eux des motos, des scooters. Et qui en ont marre. Et qui ont une réaction complètement débile, mais tellement humaine, de se dire, moi je suis sur ma voie, je suis dans mon bon droit, et ils foncent sur eux. Je pense que vous n'avez pas tellement envie de les rencontrer, ces gens-là. Non, pas vraiment. Il faut dire que depuis quelques années,
la cohabitation entre les usagers de la route se dégrade dans les centres-villes. Agressivité et violence sont devenues monnaie courante. C'est la loi du plus fort. À tel point qu'on assiste de plus en plus souvent à des scènes hallucinantes. Comme ces deux hommes en train de se quereller. L'automobiliste aurait percuté le motard en s'arrêtant au feu. T'es sérieux, mon retraitant? T'es sérieux, mon retraitant, c'est le bâtard? Vas-y, on va voir les flics, tout de suite. Les deux hommes décident de s'expliquer, mais pour régler ses comptes, l'automobiliste va jusqu'à s'armer d'une matraque. Je suis arrête. Mais bien sûr que tu vas rentrer dedans. Pourquoi je suis gueule comme ça? Pour en découdre, certains n'hésitent pas à s'arrêter en pleine voie. Ce conducteur n'a pas supporté la présence de motards qui auraient roulé trop près de sa camionnette. Sa réaction est sidérante. Parce que je vais tous bloquer. Qu'est-ce que tout le temps tu vas pareil? D'accord, arrête de me coller, Ce phénomène de violence incontrôlée, c'est ce que les Américains ont appelé le road rage, la rage au volant. Un sentiment de colère et de frustration causé par le stress de la conduite, à Paris comme en province. À chaque fois, cela démarre pour presque rien. Un embouteillage, un coup de klaxon, un mot plus haut que l'autre, et les usagers de la route disjonctent. This is happening right now. Our Uber driver, he's a fighter. Are we really seeing this? L'homme qui filme est un touriste britannique. Son chauffeur VTC s'est écharpé avec un cycliste. Ils se battent en pleine rue. Cette folie qui s'empare des conducteurs peut parfois très mal finir. Pour mettre fin à une dispute pour une place de parking, ce conducteur démarre et traîne sa victime sur une dizaine de mètres. Il n'existe aucun chiffre en France qui recense les violences au volant. Pourtant, les forces de l'ordre constatent une augmentation sans précédent des comportements agressifs. Pierre est formel. Depuis quelques années, entre les usagers de la route, le divorce est consommé. Maintenant, il y a une nervosité vraiment visible. Et c'est pas juste le klaxon. Maintenant, ils sont tous avec des battes de baseball, des bâtons, des tournevis, des choses comme ça. Si jamais ils doivent se défendre, ou plutôt attaquer, ils prennent un objet qui pourrait servir d'arme. Et ça, on le voit sur les contrôles. On voit souvent dans le vide-poche, à côté de l'emplacement du conducteur, de quoi taper s'il y a besoin. Des situations violentes dont les conséquences peuvent dépasser l'entendement. Heureusement, ce genre de drame reste exceptionnel. Et avec la crise sanitaire, ces tensions ont même tendance à diminuer. C'est la conséquence du télétravail. Moins d'automobilistes dans les grandes villes, c'est moins d'accrochages. Mais revers de la médaille, quand le trafic se fluidifie, certains conducteurs appuient sur l'accélérateur. Et c'est encore plus flagrant sur les grands axes routiers où le nombre d'excès de vitesse a bondi. Autoroute A16, en région parisienne. Quentin et Julien, tous les deux gendarmes au peloton motorisé de Beaumont-sur-Oise, traquent chaque jour ces chauffards. La voie de droite, ça circule jusqu'à 80 km/h à peu près. Sur cette portion de route, limitée à 110 km/h, il n'y a pas de radar. Résultat, les conducteurs s'en donnent à cœur joie. Alors pour les arrêter, deux collègues de Quentin et Julien se positionnent en hauteur sur un pont avec leurs jumelles laser, tandis que les deux gendarmes font le guet en bordure d'autoroute. Ah, on a peut-être une vitesse. Ah. Alors on a une vitesse les gars, 159. Une Hyundai grise. Ok. C'est possible que sur la vitre à l'arrière il y a un A aussi. Ok. 159 km/h. À cette vitesse, la moindre erreur de conduite peut engendrer une catastrophe. Et les gendarmes ont en plus affaire à un jeune conducteur. C'est ça, ouais. Et c'est bien A. Il est soumis à des limitations de vitesse plus strictes. 100 km/h au lieu de 110 sur cette portion d'autoroute. Il roule donc plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Les gendarmes tentent de l'arrêter. Pour le moment, on va vérifier le permis, mais c'est très probable qu'il y ait une rétention du permis de conduire de monsieur.
Salut, hein, on est d'accord. Julien et Quentin rattrapent le véhicule. Voilà. Le chauffard est escorté sur une aire de service pour être contrôlé. Monsieur, bonjour. Je vous demande de présenter votre permis de conduire, la carte grise du véhicule ainsi que l'assurance, s'il vous plaît. Vous avez été enregistré à une vitesse de 159 sur l'autoroute, d'accord? Vous êtes jeune permis? Oui. Ok. Vous, votre limitation sur l'autoroute, c'est 100. Là, ce qui fait un excès de vitesse de 51. Le jeune homme fait mine de découvrir qu'il roulait beaucoup trop vite. J'ai pas vu que j'ai accéléré autant, en fait. Mais voilà. Ah, 159, monsieur, ça se sent même. Bah, on parlait et tout. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Et vous roulez à 159 sur l'autoroute. Alors vous êtes jeune permis, vous l'avez eu en septembre. Du coup, ce qui est passé, c'est que votre permis de conduire, on va le retenir, d'accord? La sentence est irrévocable. Son permis est retenu sur le champ. Il sera annulé quelques semaines plus tard. Avoir un permis depuis si peu de temps et se permettre déjà des excès de vitesse pareils, c'est même pas concevable. C'est quand même assez inquiétant. Et ça arrive souvent. Mais malheureusement, ça arrive souvent. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se sent pousser des ailes parce qu'on a le permis alors qu'on n'a aucune expérience. Donc malheureusement, le permis, c'est fini pour lui, il va falloir le repasser, quoi. La sanction est lourde et pour le jeune chauffard, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Son véhicule va immédiatement partir à la fourrière. C'est une loi qui peut être mise en œuvre par les préfets en cas de gros excès de vitesse. Dans le Val d'Oise, c'est tolérance zéro. Elle est appliquée systématiquement. Le véhicule est confisqué temporairement et c'est au conducteur de payer les frais d'immobilisation, entre 150 et 200 €. Les frais de fourrière seront à la charge du contrevenant. Et c'est une sanction complémentaire en plus du retrait de permis, en plus de la procédure judiciaire. C'est pour impacter un peu plus le contrevenant. Et le chauffard a un autre problème à résoudre. Le véhicule appartient à ses parents. Il redoute de leur annoncer la mauvaise nouvelle. C'est chaud, hein. Parce que je sais pas du coup si je rentre chez moi, vous pouvez me rater, là. Je suis pas prêt. Là. Le jeune homme décide quand même d'appeler sa mère pour la prévenir. Il craint sa réaction, alors il va demander aux gendarmes de calmer le jeu. Allô? Oui, bonjour. Je suis la mère, je suis désolé, là, je suis sous le choc de ce qui... Je comprends bien, oui. Ça va pas du tout, là, je suis furieuse. Je comprends. Comment? De pas être trop dur avec moi. Voilà, après, voilà, il a fait une connerie, devant nous, il a assumé directement, d'accord? Voilà, après, ouais, je comprends votre état, mais votre fils, il a assumé, hein, d'accord? Il n'y a pas tué personne, ok? Donc, remettez-vous, mais ça va aller, d'accord? D'accord, merci, monsieur. Voilà, je vous repasse votre fils. Merci, au revoir. Ah bah là, il va avoir une amende pour la vitesse. La fourrière à payer entre 146 et 170 €. Plus, à mon avis, les parents qui vont mettre une couche derrière. Donc, je pense que ça va bien servir de leçon. Ouais. Le jeune conducteur n'emmène pas large. Lui et ses passagers vont maintenant devoir attendre qu'on vienne les chercher. Son véhicule est embarqué, direction la fourrière. Chaque année, les excès de vitesse sont responsables d'un accident mortel sur 4 en France. Des infractions commises sur les grands axes, mais aussi plus surprenants, en centre-ville. Il est 8 h du matin, à Beaumont-sur-Oise. Une commune de 10 000 habitants en région parisienne. Comme tous les jours à cette heure-là, les rues sont prises d'assaut par ceux qui partent au travail. Pourtant, même quand il y a des embouteillages, certains automobilistes multiplient les excès de vitesse et les comportements dangereux pour gagner du temps. Mais Julien et Titouan, gendarmes du peloton motorisé, ne vont pas les laisser faire. À peine installés, ils vont assister à une scène incroyable et malheureusement presque banale. Alors que cette citadine noire s'engage dans l'intersection, cette camionnette blanche manque de la percuter en doublant un camion sans clignotant et à toute vitesse. Doubler dans une intersection, c'est totalement interdit et extrêmement dangereux.
Heureusement que la voiture n'y est pas allée, sinon elle a percuté 200% le gars qui doublait. C'est n'importe quoi. Et lui, il continue de rouler vraiment bien en plus. Le conducteur, lui, est déjà loin. Pas question de laisser ce chauffard irresponsable traverser la ville en pleine heure de pointe. Les gendarmes doivent le rattraper. Il est complètement taré l'autre. Monsieur, bonjour. Vous êtes pas bien. Comment? Vous êtes carrément à l'ouest, c'est pas possible. Oui, je réfléchis après. J'ai vu des pointillés, mais j'ai pas vu la ligne blanche après. Bah non, mais c'est surtout qu'il y a quelqu'un qui allait s'engager, là. Là, vous avez doublé une intersection, monsieur. À gauche, il y avait quelqu'un qui avait la priorité. Vraiment pas fait gaffe. S'il s'engageait, il y avait un mort. Vous vous rendez compte du truc? Mais je m'en suis rendu compte après. J'ai vu les pointillés, du coup, je peux. Non, mais vous êtes mais pas bien. Honnêtement, je pense que le conducteur de la C3, il peut aller brûler un cierge. Non, mais j'étais conscient après. Hein. Je pensais que je peux doubler, je peux pas vu la voiture arriver. Ah oui, puis c'est vrai qu'on double en ville. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire, évidemment. Non, mais. L'homme est livreur, il se rendait chez un client. En retard, il en aurait oublié son code de la route. J'ai pas vu la voiture arriver. Elle était déjà engagée, elle était déjà sur l'autre voie en fait. J'ai vu les pointillés, j'ai voulu doubler. Par contre, je pensais que c'était 70 de base. C'est pour ça que j'ai pas réfléchi. Je pensais que c'était 70. Vous voyez qu'il y a des habitations autour, normalement c'est 50. Non, mais j'ai pas réfléchi, je suis vraiment désolé. Après, c'est pas nous qui faut s'excuser, hein. Là vous avez fait. J'aurais vu le monsieur, excusez. Oui, oui. Pour Julien, ce comportement est inacceptable. D'autant que le chauffard est très loin d'en être à son coup d'essai. Mais il lui reste 7 points. 7 points sur 12, ouais. Donc ça va faire en moins d'un an 4 infractions qui retirent des points, c'est quand même pas mal. Ouais, il est vraiment habitué, je pense. Vu comment il roule là le matin, ça doit être régulier. Donc là, franchement, c'est grave là. Pour dépassement illégal dans une intersection et sans clignotant, Julien lui met 2 amendes à 90 € qui devraient lui coûter 6 points. En théorie, il ne lui en restera plus qu'un, mais le chauffard va faire une étonnante révélation aux gendarmes. J'ai été flashé une fois en excès de vitesse avec celui-là. Mais ça date de un petit moment, en mois d'août. De mois d'août? Parce que moi, je ne l'ai pas encore sur votre permis. C'était un flash à combien? Un gros. Un gros combien? En fait, j'étais mobile 123 au lieu de 80. 43 km/h au-dessus de la limite autorisée. Quand il sera ajouté à son dossier, pourtant déjà bien chargé, ce gros excès de vitesse va tout simplement annuler son permis de conduire. Faites un stage, etc. Sinon, vous allez perdre votre permis, monsieur. Et puis, ça fait quand même beaucoup d'infractions en un an. Il a du temps, les Oui, bah, c'est pas une raison pour rouler n'importe comment. C'est chaud quand même. Honnêtement, j'espère que ça va vous servir de leçon. Julien garde un goût amer de ce contrôle. Il le sait, ces multirécidivistes sont souvent à l'origine d'accidents dramatiques. C'est sûr, il y a toujours pire que lui. Hein. Mais on en fait pire que lui. Hein. Mais là, c'est pas cher payé pour ce qui vient de se passer quand même, je trouve. Vous pensez qu'il va comprendre? Je sais pas. Je pense que j'aurai jamais la réponse. Peut-être qu'un jour on le retrouvera impliqué dans un accident, peut-être. Mais bon, c'est quand même passé à pas grand-chose. Chaque année en France, plus de 70 000 personnes sont blessées sur les routes. Si la vitesse est souvent responsable, le champion toute catégorie des causes d'accidents, c'est l'alcool. Il est à l'origine d'un mort sur 3. À Orange, une ville de 30 000 habitants dans le sud de la France, la sécurité routière est une des missions principales de la police municipale. Et l'alcool au volant, les agents y sont confrontés presque tous les week-ends. Ce soir-là, Paul, le chef de la brigade de nuit, est appelé sur un accident spectaculaire. On a reçu un appel du commissariat suite à un accident de la circulation. L'accident s'est produit sur une route qu'il connaît bien. Les collisions y sont très fréquentes. C'est une longue ligne droite qui n'est pas éclairée et les gens ont tendance à rouler assez vite là. Paul ne le sait pas encore, mais une fois de plus, c'est l'alcool qui est en cause. Ouais, il y a déjà les pompiers et tout. Oula! Qu'est-ce que c'est tout ça? Salut. Ça va? Ouais. Le policier est tout de suite frappé par l'importance des dégâts. La voiture est complètement détruite.
Les essieux ont été pliés et les roues pratiquement arrachées. Paul veut immédiatement savoir si les victimes sont grièvement blessées. Un couple qui rentrait de week-end et qui venait de faire plus d'1 heure de route. T'es pas blessé? C'est à moitié qui a une brûlure un peu, tu sais, avec l'airbag latéral. Là. Monsieur, c'est le conducteur? Ouais. Arrête, beaucoup plus grave, quoi. Le conducteur en t-shirt est indemne, ainsi que sa femme en train de se faire examiner par les pompiers. C'est un miracle pour le couple. Les airbags se sont déclenchés. Ils s'en sortent plutôt bien. Le conducteur n'a rien du tout, ce qui est un peu miraculeux par rapport à l'état de la voiture. Là, sa compagne est en train de se faire ausculter par les pompiers, mais apparemment elle a juste une brûlure au bras. Mais que s'est-il vraiment passé? À quelques centaines de mètres de l'accident, leur voiture sort de la route alors qu'elle roulait à vive allure. C'est à ce moment qu'elle percute cet arbre, arrachant presque sa roue arrière. Le véhicule part en dérapage incontrôlé sur plus de 300 mètres, éparpillant au passage de nombreux débris. Heureusement, la voiture n'a pas fait de tonneau et personne n'est arrivé en face, ce qui a probablement sauvé la vie des passagers. Il a rien. Il a rien et sa compagne elle est un peu brûlée sur le bras. C'est tout. T'imagines le premier choc où il est? Bah ouais. Plus de 300 mètres. Là. Ouais, 200, ouais, c'est pas possible. T'as vu la distance entre le premier impact? Ah bah c'est sûr qu'il devait rouler vite. Hein. Mais l'excès de vitesse ne serait pas la seule raison de l'accident. Les soupçons de Paul vont très vite se porter ailleurs. Monsieur, il y a les pompiers qui vous appellent. Le conducteur est confus, sa démarche hésitante, signe d'une consommation excessive d'alcool. Il est positif. Ah oui. Ah oui. Alors, ils ont fait un dépistage, apparemment le conducteur est positif à l'alcool. Je pense que l'explication elle est là. Ouais. Le conducteur a pris le volant avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, soit 4 verres de vin. C'est 2 fois le taux maximum autorisé. Il est encore choqué et réalise qu'il revient de loin. J'ai la chance, aujourd'hui, d'avoir fait mal à personne. Moi, je pense qu'à ça, Honnêtement, je suis complètement déboussolé. Bah là, oui, un peu, là. Pour conduite en état d'ivresse, il est emmené au commissariat où il passera la nuit en cellule. En attendant son jugement, son permis est suspendu pour une durée de 6 mois. Il risque jusqu'à 2 ans de prison. Ce sont des sacs de voyage comme ça qui vous manquent? Et vous en avez combien, vous vous souvenez? Avant de repartir, Paul a une dernière mission, retrouver les bagages perdus après le choc. Un moindre mal pour lui après cet accident qui aurait pu finir de façon bien plus dramatique. Je préfère essayer de récupérer des valises plutôt que des morceaux de gens. Quand tu es là à chercher les membres manquants, c'est beaucoup moins sympa que de chercher des valises éparpillées dans la nature. Ah ouais, c'est arrivé ça? Eh oui. Ah, je crois que je l'ai. Hop. Et voilà. Ces valises retrouvées, la passagère est raccompagnée en centre-ville par la police nationale. Paul, lui, est en colère, lassé d'intervenir sur des accidents liés à l'alcool. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'on soit encore capable de prendre le volant avec un taux d'alcool élevé, plus que derrière ça peut entraîner. Voilà, en espérant que ça lui serve de leçon, vu qu'il n'y a pas de blessés, ou en tout cas pas grand-chose, au vu de l'état du véhicule. J'espère au moins que ça lui servira de leçon. Chaque jour en France, 3 personnes trouvent la mort sur la route à cause de l'alcool. C'est pour cette raison qu'à Orange, la police municipale a déclaré la guerre à ce fléau. Pour mener à bien leur combat, les policiers municipaux disposent d'une arme redoutable, la vidéosurveillance. La ville est équipée de plus de 70 caméras réparties dans toute l'agglomération. Ce soir-là, justement, l'agent de surveillance vient de repérer cette voiture bleue. Elle multiplie les infractions graves au code de la route. Le mec, il sort du parking, sens inverse. Il est derrière la ligne blanche, circulation voie de gauche. On sait pas trop ce qu'il fait. Il est perdu.
Un coup il freine, un coup il accélère, il met ses essuie-glaces à la place de ses clignotants. Enfin, c'est un peu. Ça sent la personne qui n'est pas apte à conduire. L'agent alerte immédiatement l'équipe qui patrouille dans le secteur. À sa tête, Stéphane, ici à gauche, un brigadier de 33 ans. On a un véhicule qui est redescendu, il a contrôlé partout en sens inverse. Il a énormément de mal à garder une trajectoire correcte. Monsieur, la personne aurait une conduite un peu dangereuse, donc on va essayer de constater tout ça et procéder au contrôle. Le policier redoute un problème d'alcool. Alors, quand la voiture suspecte croise la patrouille, Stéphane part à sa rencontre. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Que se passe-t-il? Rien du tout. Vous avez peut-être consommé de l'alcool? Pas du tout? Si on fait le test, vous êtes à 0. Ouais. Vous étiez où, là, juste avant de partir, là? Je suis juste à côté, ouais. Vous étiez en soirée, vous avez bu quelques verres? Quelques verres, ouais. Quelques verres d'alcool? Non. Le but du policier, faire reconnaître au conducteur qu'il a consommé de l'alcool. Car sans cet aveu, Stéphane n'a pas le droit de mesurer son état d'ébriété. Contrairement aux policiers nationaux, les agents municipaux sont obligés de constater par eux-mêmes une infraction au code de la route pour pouvoir intervenir. La vidéosurveillance ne suffit pas comme preuve. Résultat, aussi surprenant que cela puisse paraître, même si le jeune homme semble manifestement ivre, impossible pour Stéphane de l'arrêter. Je suis pas sûr que vous êtes en mesure de prendre le volant, on est d'accord? Si. Vous êtes sûr? Ouais. Je suis pas sûr. D'accord. Hein? Donc au vu de votre état, vous allez vous garer là. Ouais. Après quelques minutes de négociation, le jeune homme accepte finalement de suivre les conseils des policiers. Donc on compte sur vous, vous prenez pas le volant. Non. Allez. Moi, je vais appeler quelqu'un. Ça marche, bonne soirée. Au revoir. Stéphane n'est pas dupe. Il craint que le conducteur ne reprenne la route dès qu'il aura le dos tourné. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Donc là, on va demander à la vidéo qui le surveille et si on voit qui commet des infractions, on essaiera de contrôler et puis on verra à ce moment-là. Le policier reste sur ses gardes. Il le sait, les soirs de week-end, 2 accidents mortels sur 3 impliquent un conducteur alcoolisé. Les gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils peuvent causer, avoir un accident, se tuer ou tuer des personnes en face. Donc c'est malheureux. Pendant ce temps, au centre de vidéosurveillance, l'agent de service ne quitte pas le chauffard des yeux. Et ce qu'il craignait finit par arriver. Il le surprend à redémarrer sa voiture et le voit reprendre la route malgré les consignes des policiers. Là, il reste tout feu éteint, il monte sur le trottoir presque. Et il recommence quand même. Il tient pas sa voie. Le conducteur multiplie les comportements dangereux. Il fait de gros écarts de trajectoire, au point de rouler à contresens. Le risque d'accident est flagrant. Alors, l'agent prévient immédiatement la patrouille. Je t'écoute. Concernant le véhicule bleu, je me signalais tout à l'heure, le mec qui est en train de reprendre le volant. Il est où là? Il commet des infractions? Il roule tout feu éteint, il vient de monter sur un trottoir. Il roule un coup au milieu, un coup tout à droite. Monsieur. Il n'y a pas de temps à perdre. Si les policiers réussissent à constater ces infractions, ils pourront enfin le soumettre au dépistage d'alcoolémie et l'empêcher de reprendre le volant. La patrouille s'apprête à s'engager sur ce rond-point quand soudain... Ah, il revient là. Oh putain, tout feu éteint. Il est là. Le chauffard roule tout feu éteint en pleine nuit. Et pire, les policiers le surprennent au téléphone. Il est au téléphone? Ah ouais, en plus, il est au téléphone. Allez. Bon ben voilà, là on a les infractions. Il roule sans phare, tout feu éteint en plein centre-ville et au téléphone au volant. Cette fois, l'automobiliste est pris en flagrant délit. Impossible pour lui d'échapper au contrôle. Oh putain! Le chauffard se range sur le côté de la route en maîtrisant difficilement son véhicule. Allez. L'alcoolémie du conducteur ne fait plus aucun doute. Et Stéphane va tout de suite durcir le ton. Rebonsoir monsieur. Vous coupez le contact s'il vous plaît. Voilà. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Hein.
Là, en plus, on vous contrôle, vous roulez sans phare et avec le téléphone au volant. J'étais avec le phare. Je vous le dis, on vous contrôle, là, au rond-point, vous êtes sans phare et en plus, téléphone au volant. On est d'accord? Non, il n'y a pas de téléphone, non. Vous étiez au téléphone. Non. C'est sérieux ou pas là? Eh, je vous l'ai dit, monsieur. Eh oui, je le sais. Regardez, vous avez encore le téléphone avec vous, là. Eh oui. Et vous allez pas me lâcher. Eh ben non. Comme je vous dis, hein. Ouais, tout à l'heure, on a fait un cadeau. Malheureusement, il n'a pas voulu nous écouter. Il a repris le véhicule et il est parti. Donc voilà, il n'y aura pas de deuxième chance. La mauvaise foi du jeune homme exaspère Stéphane, qui ne compte pas laisser passer son comportement irresponsable. Il peut enfin le soumettre au dépistage d'alcoolémie. Alors, je vais vous demander un souffle long et continu, s'il vous plaît, jusqu'au petit bip. Et sans surprise... C'est bon. C'est pas très bon. Effectivement, vous êtes positif. L'homme va être emmené au commissariat pour déterminer son taux exact d'alcoolémie. Il passera la nuit en cellule avant d'être auditionné. On préfère ça que vous retrouvez dans le ravin et ou que vous tuez vous, que vous tuez des... Quelqu'un d'autre sur la route. C'est ça. Ah ouais. Eh oui, monsieur, on fait tout ça pour votre sécurité, hein, pas pour vous faire chier. Hein. Déjà, on va se vous voyer, monsieur, parce qu'on se connaît pas, on n'est pas potes, d'accord? Bonne avec nous. Ivre, le chauffard ne veut rien entendre. Pourtant, Stéphane tente une dernière fois de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Sur la route, vous êtes une personne dangereuse. Vous voyez comme une personne dangereuse. Eh oui, vous êtes positif, vous êtes bourré. Tout simplement. Là, on vous a sauvé la vie. Là, tu m'as sauvé la vie. Là, oui, on vous a sauvé. Là, tu m'as sauvé la vie. On a sauvé la vie. Là, tu m'as sauvé la vie. Ok. Ah, vous m'avez sauvé la vie, là. Je vous dis, je préfère vous voir là. Sauvé la vie, là. Je préfère vous voir là, franchement. Je te dis merci. Vous mettez les menottes ou j'ai le droit de remplir? Allez, calmez-vous. Finalement, l'éthylomètre révélera que l'automobiliste roulait avec 2,24 grammes d'alcool par litre de sang, l'équivalent de plus d'une bouteille de vin. C'est plus de 4 fois la limite autorisée. Résultat, son permis sera annulé et il risque une amende de 4 500 €. Malheureusement, ce genre de cas, ça arrive tous les jours. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est des dangers publics, c'est des dangers sur la route, peuvent causer des accidents, se tuer et tuer les personnes en face. Et c'est quelque chose qui est intolérable. Les conduites en état d'ivresse sont très fréquentes. Et vous allez voir que certains chauffards prennent encore plus de risques. Ils mélangent alcool et drogue. Sur les routes, le cocktail est explosif. Dans le Val d'Oise, au nord-ouest de Paris, aux abords de l'autoroute A16. Thomas et Alexis, tous les deux gendarmes, connaissent parfaitement les ravages causés par la drogue au volant. Elle est en cause dans un accident mortel sur 5. Cet après-midi-là, aux alentours de 18 h, les deux hommes repèrent justement un conducteur suspect. Cette camionnette les intrigue. Sa conduite est hasardeuse. Le chauffard enchaîne les coups d'accélération inquiétants. Alors Thomas et Alexis remontent à son niveau pour le contrôler. C'est bonjour. Bonjour. Je vais demander permis de conduire, carte ségrégation, s'il vous plaît. L'homme est ouvrier. Il passe ses journées sur la route à transporter du matériel de chantier en chantier. Il est honnête, il avoue rapidement sortir d'un repas arrosé. Vous avez consommé de l'alcool? Ouais, j'ai plus de bière, ouais. Ouais. Vous avez bu il y a combien de temps? 14 h. Ouais, j'ai mangé un grec et j'ai plus de bière. Descendez du véhicule, s'il vous plaît. Allez-y, avancez. Les gendarmes le soumettent à l'éthylomètre pour déterminer son taux d'alcoolémie. Vous êtes à 0,36. Ça fait avec la marge d'erreur, ça fait à peu près 0,30. D'ailleurs, c'est un taux contraventionnel. D'accord? Donc rien que pour ça, c'est 90 € 6 points. 6 points? Ah ouais. L'homme est en état d'ébriété. Thomas veut maintenant savoir si le conducteur n'aurait pas également consommé de la drogue. On va également procéder à un dépistage pour les stupéfiants. Dernière consommation de stupéfiants? Ouais, ok. Donc hier soir, ça marche. Vous levez la langue et vous fermez la bouche. Rapidement, le test revient positif au... L'homme finit par avouer aux gendarmes qu'il en consomme quotidiennement.
C'est vraiment, on se voit tous les soirs. C'est vraiment, on se voit tous les soirs après manger devant la télé pour me passer la tête et je remerde. Mélanger alcool et stupéfiants fait exploser le risque d'accident mortel. Il est multiplié par 30. Et en heure de pointe, avec une circulation aussi dense, Thomas le sait, les conséquences peuvent être fatales. Là, on a le grand chelem, comme on dit. On est quasiment à 18h. Il y a beaucoup de monde qui rentre à leur domicile. On est en fin de journée. Beaucoup de deux roues qui circulent. Là, avec des réflexes amoindris, on a le droit à un strike, quoi. On a le droit à un accident. C'est justement pour ça que notre action est utile, quoi. C'est le but de notre métier, quoi. Son permis est immédiatement retenu. Cet ouvrier qui passe ses journées sur la route réalise qu'il risque aussi de perdre son emploi. C'est la double peine, une sanction qu'il a du mal à accepter. Prenez les clés du véhicule, on va le fermer la clé. Bah, c'est vous qui consommez de l'alcool, c'est vous qui consommez des stupéfiants. Je pars mon travail, monsieur, pour dire. Il n'y a pas que ça, monsieur, il y a aussi le stupéfiant. Mais ouais. L'homme ne semble pas prendre la mesure de la gravité de ses actes. Cette réaction met Thomas en colère. Une fois qu'ils sont au pied du mur, ils réalisent, bah oui, ils vont perdre son travail, bah oui, c'est sûr. Mais bon, en attendant, c'est pas nous qui conduisons alcoolisés sous stup, voilà. Parce que là, il aurait tué un gamin, il aurait fait quoi? Il aurait dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon boulot. Bah. Voilà, les autres citoyens ne sont pas là pour subir les bêtises de certains, quoi. Thomas n'a pas de remords, car l'erreur est encore moins acceptable de la part d'un professionnel de la route qui devrait être exemplaire. Malheureusement, comme ce chauffard, partout en France, de plus en plus de livreurs payés à la course prennent des risques inconsidérés pour gagner des minutes et un peu plus d'argent. Dans les grandes villes, le phénomène est même presque hors de contrôle. Avec les confinements successifs, les demandes de livraison ont explosé. C'est ce que constate tous les jours Pierre, le motard de la préfecture de police de Paris. Et là, maintenant, le système de livraison a vachement augmenté. C'est devenu un phénomène qui a pris beaucoup de place dans la circulation parisienne. Et l'idée, c'est d'enchaîner les livraisons pour gagner un petit peu plus de sous. Et du coup, ils enchaînent pas seulement les livraisons, mais aussi les infractions. Et c'est devenu un fléau dans Paris parce qu'ils font tous n'importe quoi. Ça s'arrête n'importe où, ça circule n'importe comment. Et tout le monde s'en plaint, sauf celui qui attend sa livraison. Et justement, Pierre aperçoit un livreur en infraction. Regardez bien, ce scooter qui roule en sens inverse avant de griller un feu rouge. Alors lui, et son scooter là, il est arrivé à contresens, il a grillé un feu. Sur son 50 cm3, léger et maniable, le conducteur se faufile entre les voitures avant de disparaître au milieu de la circulation. Vas-y, frappe-le! Pas question de le laisser filer. Pour l'intercepter, les motards se séparent et sont même forcés de prendre des risques en slalomant entre les voitures. Au bout d'une centaine de mètres, Pierre parvient à l'arrêter. Venez avec moi, vous. L'homme est livreur de repas à domicile. Chaque jour, il réalise le gros de son chiffre d'affaires à l'heure du déjeuner. 2 heures à peine pour prendre un maximum de courses. Alors, pour gagner du temps, il enchaîne les infractions. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous grillez les feux, vous? Ah si, vous avez grillé un feu. Si moi j'ai feu vert à une intersection et que vous êtes à ma gauche, vous prenez la route, c'est que vous grillez le feu. Vous n'avez pas fait attention? Tiens, je ne jurerais pas que vous n'avez pas fait attention. Si ce livreur s'est laissé distraire, c'est parce qu'il conduit bien souvent téléphone à la main pour accepter les commandes de ses clients. En roulant, vous allez chercher dans vos poches votre téléphone, vous ne savez pas où il est. C'est-à-dire que vous enlevez le gant, vous cherchez, le scooter il vacille un petit peu. L'homme est habitué aux infractions, à tel point qu'il en a perdu son permis de conduire. Alors, pour ne pas perdre son travail, il roule désormais en 50 cm3. Comment vous avez perdu votre permis? J'ai collectionné les amendes,
Je sais que j'ai plus de points. Oui, alors voilà. Mais ça, le permis étant annulé, etc., vous ne pouvez plus conduire un véhicule qui nécessite un permis. Du coup, vous dites, je vais conduire un cyclo à 50 cm3, comme ça, j'ai pas de problème. Et le chauffard va même faire une révélation inquiétante aux policiers. Sa conduite dangereuse lui a valu plusieurs séjours à l'hôpital. Je m'étais cassé la jambe, ça fait un mois, j'ai pas pris. Ah bon? Il y a quoi, avec un accident? Trop d'accidents. J'ai encore les trucs. Ah ouais, vous avez des agrafes. Et ça ne vous gêne pas pour conduire? Ah non, ça va. Si vous êtes abîmé la jambe à ce point-là, c'est que ce jour-là, c'est pas passé. La prise de risque, elle valait peut-être pas la peine. En plus, c'est quoi, pour un colis? Même pas pour de la bouffe, pour un Burger King. Ah bon? C'est un camion qui a pas peur. Bon, là, il a cassé. Depuis que je conduis de roues, je pense que c'est mon troisième accident. Vraiment mon gros accident. C'est le seul moyen qu'on a pour se déplacer sur Paris. L'homme écope de 2 amendes de 90 € chacune. Une pour avoir grillé le feu rouge, l'autre pour avoir roulé à contresens. Mais malgré la sanction, Pierre sait qu'il y a très peu de chances qu'il change sa conduite. Il fait partie de tous les livreurs qui prennent beaucoup de risques. C'est des risques professionnels pour eux, hein, mais de toute façon, ils remontent après sur le scooter, hein, ils continuent après avec les mêmes risques, la même façon de travailler, jusqu'au moment où ça sera vraiment trop grave. Hein. Dans les centres-villes, leur nombre a doublé en un an. Rien qu'à Paris, il serait aujourd'hui plus de 10 000. Mais pourquoi ces livreurs prennent-ils tous les risques au guidon de leurs 2 roues? À Paris, l'un d'entre eux a accepté que nous le suivions pendant sa journée de travail. Pour éviter de perdre son emploi, il a tenu à garder son anonymat. Nous l'appellerons Merwan. À 27 ans, sur un petit scooter qui ne nécessite pas de permis, il enchaîne les courses pour une plateforme de livraison de repas à domicile. Chaque mois, ce jeune homme gagne environ 3 000 €. Un revenu confortable, mais dont il alloue une grosse partie à des dépenses étonnantes. Voilà les amendes. J'ai reçu tout ça pendant un mois. Une avalanche de contraventions. Il en reçoit une presque tous les jours. Il y a la conduite des véhicules sans respect d'indication. Et ça, c'est un jour après. Circulation de véhicules non autorisés sur une voie réservée aux véhicules de transport public. C'est la voie de bus. Le plus souvent, Merwan se fait verbaliser par vidéosurveillance. Et à la longue, cela finit par lui coûter une petite fortune. Par contre, j'ai payé tous ces amendes. Je travaille pour les amendes. Pour une course de 3 €. Ça, c'est 75 €. Ça, ils m'ont fait une amende de 135 €. Si je ne vais pas la payer en une semaine, ça va augmenter jusqu'à 375. Le maximum que tu as payé? Jusqu'à 700, 800. Ah ouais? 700, 800. En un mois? Oui. C'est dur. Wallah, c'est dur. Certains mois, il reverse presque un tiers de son salaire au trésor public. C'est la conséquence de sa conduite à haut risque. Car vous allez le voir, ce livreur met chaque jour en danger sa vie et celle de tous ceux qui croisent son chemin. Le jeune homme livre ses repas avec son scooter 50 cm3 car il n'a pas le permis. Il est 11 h, Merwan vient récupérer sa première commande de la journée. Un menu hamburger. Sa cliente habite à une quinzaine de minutes de là. Une course contre la montre s'engage pour le livreur. C'est pas long. Par contre, je suis en retard. Parce qu'il m'a appelé 2 fois le client. Le jeune homme a mis trop de temps à récupérer sa première commande. Son client est impatient. Il démarre son 50 cm3 et sans attendre, commet déjà une première infraction. Il s'élance à contresens sur la place et coupe la priorité aux voitures qui arrivent par sa droite. Il s'engage ensuite dans cette rue et remonte la file de véhicules en les dépassant par la droite. Le risque de collision est permanent. Mais rien n'arrête Merwan qui prend un nouveau risque en franchissant cette ligne blanche. Il dépasse à nouveau cette file de voitures qui pourrait l'écraser à tout moment contre les véhicules en stationnement. Merwan se faufile entre les voitures pour tourner, alors que ce SUV allait s'engager lui aussi à droite.
Après avoir remonté cette rue en contresens, le chauffard grille un premier feu rouge, puis un autre, avant de rouler sur le trottoir en forçant dangereusement le passage, quitte à slalomer entre les piétons, au risque de les renverser. Quelques mètres plus loin, ces piétons attendent de traverser sur le bord de la chaussée, alors il klaxonne à tout va et n'hésite pas à les provoquer. Pourquoi tu restes ici? Ce matin, Merwan va tout de même devoir ralentir un peu. Pas question de griller ce feu rouge. C'est des caméras, il y a des caméras ici, c'est un endroit public. Ici, c'est une rue qu'il connaît bien, et pour cause. C'est là qu'il a reçu la plupart de ses amendes, à cause de ces caméras qui verbalisent à la volée. Et quelques mètres plus loin, nouvelle alerte. Cette fois-ci, une voiture de police en patrouille. Et si je ne peux pas parce que la police, je ne peux pas passer le feu rouge parce que je risque d'être suivi par la police. Ah ouais? Oui. Ah, tu connais les endroits? Oui, je connais, bien sûr. Mais quand il y a un endroit où il n'y a pas de police, c'est que je fonce. Et quand la voiture de police disparaît, le livreur reprend immédiatement la route à contresens pour griller un nouveau feu rouge. Parfois, c'est vrai, je fais des infractions de passer le feu rouge, mais je ne le vois pas parce que je suis en train de regarder le GPS. En moins de 10 minutes, Merwan a commis pas moins de 17 infractions graves au code de la route. Le chauffard justifie ses prises de risque par la peur de perdre son travail. Sur les plateformes, les livreurs sont notés par les clients en fonction de leur rapidité. Et quand les retards s'accumulent, les mauvais points peuvent coûter cher. Si tu as des retards, la plateforme, ils vont te désactiver ton compte définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de livreurs, il y a des milliers et des milliers de livreurs. Et ils n'ont pas besoin de moi. C'est donc pour gagner quelques précieuses secondes que Merwan met chaque jour sa vie et celle des autres usagers de la route en danger. J'ai beaucoup d'accidents. Quand il y a la pluie, tout le temps, je prends des accidents. Même comme je suis habitué à la moto et tout, je sais comment tomber. Je lâche la moto et je tombe. Après 15 minutes de course folle dans les rues de la capitale, le livreur arrive enfin à destination pour apporter le repas de son client. Bonjour. Voilà, chef. On a pitié. Au revoir. Bonne journée. Même s'il fait tout pour esquiver les contrôles, Merwan se fait régulièrement arrêter par la police. Et il se retrouve avec au minimum une quinzaine d'amendes à payer chaque mois. À ce jeu-là, beaucoup d'automobilistes se retrouvent vite sans permis, mais ça ne les arrête pas forcément. À Paris, Pierre et ses collègues des compagnies motocyclistes sont confrontés tous les jours à des chauffards qui roulent sans permis et même parfois sans assurance. Pierre va à nouveau être confronté à l'un de ces chauffards. Le périphérique est fluide, alors les usagers ont tendance à accélérer. Au bout de quelques minutes à peine, le policier repère cette moto qui roule à vive allure entre les voitures. Le moindre écart de conduite de sa part pourrait avoir des conséquences dramatiques. Sans attendre, le policier décide de l'intercepter et de stopper sa course. Rouler un peu trop vite, frôler les voitures avec juste les warnings, ce qui n'est pas évident pour les autres, savoir s'il est en train de dépasser à droite, à gauche, on ne sait pas trop. S'il freine mal, il peut chuter. Et voilà, c'est un comportement un petit peu trop sportif. Et c'est pas du tout justifié là. Bonjour monsieur. Ça roule un petit peu trop vite. Hein. Vous êtes avec vos warnings, vous frôlez les voitures. Donc, pas terrible, terrible. Et là, honnêtement, regardez le périph', regardez comme ça circule bien. C'est très fluide. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas tellement justifié. Hein. Non, vous avez raison. Le jeune homme reconnaît son erreur et tente de se trouver des circonstances atténuantes. Je suis en Mais ma grand-mère aussi, c'est doucement, mais vous la verrez conduire, c'est une catastrophe. Pas question de laisser passer le comportement dangereux du chauffard. Pierre compte bien marquer le coup pour lui passer l'envie de recommencer. Là, on n'est pas avec un radar, donc il ne va pas perdre de points, mais c'est plutôt quelques contraventions qui peuvent se cumuler et lui faire perdre pas mal d'argent. Et j'espère que ça pourrait normalement le dissuader de recommencer avant un petit moment.
Mais quand le policier commence ses vérifications d'usage, il fait rapidement une découverte déroutante. Est-ce que vous avez les papiers de la moto? Non, je les ai pas sur moi. C'est à vous? Oui, c'est à moi, ouais. Vous n'avez pas la carte grise, c'est pas Non, j'ai pas la carte grise. Sincèrement, elle est pas faite. C'est pour ça que je vous demande, c'en est où? Je vais pas vous dire de bêtises, elle est en train d'être faite et tout. Elle est pas faite. Mais ça fait combien de temps? Ça fait presque... ça fait 8 mois. L'homme roule sans carte grise. Et pire encore, il ne possède aucun permis lui permettant de conduire cette moto de grosse cylindrée. Et qu'est-ce qu'il faut comme permis pour conduire cette moto? Et alors? Et alors, pareil. Je sais pas vous dire de bêtises, c'est vrai, je suis à deux. Donc vous l'avez acheté avant même d'avoir eu la possibilité de la conduire? Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il dit l'assureur? J'ai pas d'assurance. Ben oui. Donc, vous roulez vite, vous dépassez les véhicules par la droite, un peu trop près. Les autres ne comprennent pas parce que vous êtes avec les warnings. Vous circulez sans assurance, sans un permis moto en rapport avec cette moto, et la carte grise n'est toujours pas faite. Ça fait beaucoup, ouais. Il n'est donc pas assuré. En cas d'accident, les conséquences financières pourraient être énormes pour le motard comme pour ses victimes. Face à un problème comme un accident, quelquefois, en une fraction de seconde, c'est ces personnes dans cette situation-là qui prennent la mauvaise décision, qui regrettent après, hein, et ils font un délit de fuite. Ils partent parce qu'ils disent « mince, je suis pas assuré, je vais avoir des problèmes, j'ai pas le droit de la conduire, j'ai pas le permis qu'il faut, je me barre ». La moto du chauffard est immobilisée sur le champ. Et pour ce cumul d'infractions, l'addition s'annonce très salée. La première, c'est pour l'assurance. Et la deuxième, ça, c'est pour la conduite avec un permis A2. Ça vaut quoi, ça? Alors ça, c'est pas cher. Pas cher? Ouais, c'est 90 €. Okay. Mais l'assurance, c'est cher. 400. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. 400 balles, c'est sérieux? Ouais. Et pour le permis, là, c'est une perte quand même de 3 points hein, sur le permis de conduire. Ah, donc je perds 3 points? Ouais. Pierre n'a retenu qu'une partie des infractions. Mais le jeune homme devra tout de même s'acquitter de près de 500 € d'amende et présenter carte grise, permis et assurance en règle pour pouvoir espérer récupérer sa moto. On a été quand même globalement tolérant sur quelques infractions, mais c'est vrai que les plus graves, là, c'est le fait qu'il n'a pas le droit de rouler quoi, avec cette moto. Et puis sans assurance, encore une fois, et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Comme ce motard, il serait en France près de 700 000 à rouler sans permis. Des conducteurs prêts à toutes les supercheries pour pouvoir utiliser leur véhicule alors qu'ils n'en ont pas le droit. Quelque part en Bourgogne, un petit village de Saône-et-Loire. Comme chaque matin, Antonin, VRP de 62 ans, part travailler. Et pour aller voir ses clients, il se sert de son véhicule en toute illégalité. L'homme a perdu son permis il y a 2 ans pour conduite en état d'ivresse. Pourtant, il refuse de se remettre en question. Je me suis fait enlever le permis. On est toute la journée sur la route. On a besoin donc de faire des affaires du chiffre parce que c'est notre métier depuis 44 ans. Et on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain avec des métiers comme on a actuellement. Chaque jour, Antonin avale 250 km pour aller vendre du matériel industriel aux agriculteurs du département. Tous mes paysans, tout ce qui peut bouger, là, il est tout à voir avec bien. Ses clients, ce sont un peu ses copains. Ici, il les connaît tous. Et Antonin est toujours le bienvenu chez eux. Bonjour mon ami. Bonjour. Comme bien souvent à la campagne, chaque vente se conclut par une poignée de main. Ouais, on fait comme ça. Mais aussi, et plus inquiétant, par un petit verre d'alcool. Pour faire une affaire, on buvait un verre. On est bien d'accord. Tu bois un coup. Tu penses là. Tu finis bagué. Donc on est sujet, tous les jours, à rentrer sans permis. Ou alors faut boire de l'eau, quoi. Pour ce VRP de la vieille école, pas question de déroger à la tradition. Et à peine croyable, il reconnaît même conduire, à cet instant, en état d'ébriété.
Tiens, là, il faut souffler. Je suis mort, là. Où ça? Là, il faut souffler, je suis mort. Là maintenant? Ben, j'en ai bu 2 ce matin, j'en ai bu avec les autres, puis j'en ai bu là. 4. La trouille, sans arrêt. En cas de contrôle, Antonin a un risque très gros. Ce serait encore pire en cas d'accident. Conduire sans permis et alcoolisé est passible de 4 ans de prison. Alors quand il roule, le moindre détail qui sort de l'ordinaire lui donne la peur au ventre. Tiens, dès que je vois un gilet jaune. J'ai l'impression que c'est les flics. Dès que je vois un gilet jaune, je suis ma boule. Je suis mort de peur. Mais plutôt que de se plier aux règles et de s'en tenir à la sobriété, Antonin préfère jouer au jeu du chat et de la souris avec les gendarmes. Je connais toutes les routes, tous les raccoins et les horaires. Tu vois là, faut jamais rentrer par là, là. Au cas où ils sont au rond-point pour faire souffler. Ça me pourrit la vie complètement. Quoi qu'il arrive, Antonin est bien décidé de continuer à rouler, car sans son véhicule, il se retrouverait d'office sans aucune ressource. Pour ne pas se retrouver dans cette situation extrême et ne pas perdre de points à cause des radars automatiques, certains conducteurs ont trouvé une parade légale et très surprenante. Au volant de sa berline de fonction, Franck est un commercial plutôt pressé. Chaque année, il parcourt plus de 40 000 km pour vendre du matériel électronique dans toute l'Île-de-France. Il se fait souvent flasher, alors il a décidé de contre-attaquer. La première règle, c'est bien sûr de faire attention, mais malgré tout, j'ai de temps en temps un PV pour excès de vitesse. En 5 ans, il a reçu une dizaine de PV. Le dernier en date, c'était sur cette voie rapide. Alors ouais, ça c'est le radar qui m'aurait flashé. Et donc ben voilà, vous recevez un PV à la maison et c'est jamais, c'est jamais agréable. Et t'en as 1, 2, 3 et puis voilà, à force, tu peux voir tes points de permis s'égrener. Son astuce pour ne pas perdre de points, c'est de contester chaque amende. Cela se passe chez lui sur son ordinateur. Je conteste systématiquement les PV, l'excès de vitesse. Voilà, eux, ils font des contrôles automatisés. Moi, je fais de la contestation automatisée. Pour contester ces PV, le commercial dispose d'une arme redoutable. Ce site internet qui effectue toutes les démarches à sa place. On a ici directement le formulaire en fait, de contestation. On remplit le numéro de l'avis de contravention, donc la date de l'avis de contravention, donc qui vous dit combien vous devez régler, donc que vous contestez. La promesse du site, conserver tous ses points perdus. Seule condition, avoir été verbalisé par un radar automatique ou par vidéosurveillance. En quelques clics, le tour est joué. Payer en ligne. Il ne reste plus qu'à régler, donc 54 €. Moins de 60 €, là où un avocat aurait facturé la contestation jusqu'à 1 000 €. Et encore plus incroyable, cela fonctionne à chaque fois. Ça m'a permis de sauver 6 points, je crois, 6 ou 7. Et sinon, c'était le plus souvent, c'est 1 point ou 2. Et en ayant contesté, j'ai conservé mes points de permis. C'est le plus important pour moi. En fait, vous payez pour conserver vos points. Mais alors, qui se cache derrière ce mystérieux site internet? Et comment fonctionne-t-il? Pour le savoir, direction Paris dans ce cabinet d'avocats. À la manœuvre, Maître Dufour, spécialisé en droit routier. C'est lui qui a imaginé la parade. Sur son écran, il reçoit directement les contestations de ses clients. Une fois que vous avez rempli sur votre ordinateur à vous, ou sur votre smartphone, vous avez rempli les informations de votre avis de contravention, vous effectuez le paiement et automatiquement, les informations que vous avez données sur mon site, elles sont collectées ici et on va effectuer la contestation. En clair, tout est géré automatiquement par son ordinateur. C'est lui qui traite les dossiers et les envoie en contestation au ministère de l'Intérieur. Et pour obtenir gain de cause, Maître Dufour utilise à chaque fois la même stratégie. Tout cet ensemble d'avis de contravention sont contestables avec un seul argument, je ne suis pas l'auteur de l'infraction. Même si c'est pas vrai.
ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il suffirait donc aux contrevenants de clamer leur innocence pour être relaxés. Cela paraît trop beau pour être vrai, et pourtant ça marche. Car il existe une faille que Maître Dufour exploite, les photos prises par les radars automatiques. Vous avez vu comment elle est sombre cette photo? Et vous pourriez vous dire, bon bah c'est pris au mois de février, au mois de décembre, à 18h, enfin voilà, donc ça explique que ce soit très sombre. Eh bien figurez-vous que non, puisque c'est pris le 6 août 2018 à 15h03. Oui, donc l'État investit des millions d'euros pour sortir ça. Ouais, donc même vous, avec un smartphone, vous faites mieux. Sur la quasi-totalité des photos, le conducteur n'est pas reconnaissable. Légalement, impossible donc de pénaliser le permis du propriétaire de la voiture. Imaginons que je sois responsable de cet excès de vitesse, je suis titulaire de la carte grise du véhicule, on me poursuit, comment voulez-vous que le parquet prouve que je suis Sébastien Dufour, l'auteur de cette infraction? Oui, on ne peut pas identifier qui que ce soit au volant, c'est réglé, j'ai fini de plaider. Grâce à cette astuce, Maître Dufour affirme avoir obtenu la relaxe pour la totalité de ses 50 000 clients. Des procédures qui se règlent à chaque fois par une décision de justice. À Versailles, au tribunal judiciaire, l'avocat est justement sur le point de plaider le dossier de Franck, le commercial d'Île-de-France. 2 points sont en jeu. Le contrevenant est anxieux. Oui, stressé, mais confiant. Bon, stressé parce que voilà, être amené à comparaître à un tribunal, c'est toujours un moment un peu stressant, hein, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Bon écomètre, vous pensez que ça va passer? Sans aucun problème. C'est-à-dire? Tous les autres dossiers de tous les salariés de France et de Navarre. Ouais. La probabilité de gagner est de combien? Ah, mais c'est quasiment de 100%. L'attente sera de courte durée. À peine 5 minutes plus tard, le jugement tombe. C'est une relaxe, c'est ce que je vous avais annoncé. Le parquet ne peut pas rapporter la preuve de l'identité de l'auteur de l'infraction. Donc ce monsieur est innocent. Voilà, très satisfait. Merci Maître Dufour. Je vous en prie. Aujourd'hui, Franck a esquivé la perte de points. Seul le propriétaire de la voiture, son employeur, sera redevable de l'amende. Bien que légale, cette méthode est condamnée par beaucoup de policiers. Malgré tout, ils continuent chaque jour de traquer les chauffards pour faire diminuer le nombre d'accidents et rendre nos centres-villes et nos autoroutes toujours plus sûrs.